Messieurs, dames, bonsoir. Suite des soirées ciné-contes avec la découverte ou la redécouverte pour certains d'entre vous d'un film de Jean-François Laguioni, Gwen ou le livre des sables. Alors, c'est le premier film d'animation de Jean-François, donc on a fait une rétrospective. On a commencé par le tableau, on a fait l'avant-première de son dernier film qui est en salle actuellement. Vous pouvez peut-être lui voir. Mais les autres films, notamment ce film de ce soir, qui est son premier long métrage, et puis la séance du mois prochain, c'est des films qui sont très très rares en salle, c'est des séances uniques. Et Jean-François Laguioni a un univers très, très fort sur l'image, sur la question de l'art. Et on a créé avec l'association Des mots pour rêver de Limoux qui organise cette soirée, on a créé aussi un concours de contes dont on va vous parler après. Donc l'idée, c'est d'animer chaque mois une soirée dédiée à un auteur. Alors on ne va pas faire du Disney, on ne va pas faire du manga, on va essayer de montrer qu'il existe en France, et ce n'est pas du nationalisme, c'est juste de mettre en avant des auteurs qui ont créé une veine poétique, dans la logique de Grimaud, Prévert, dans le cinéma, et qui n'ont pas toujours leur place au cinéma. Voilà, donc l'association Des mots pour rêver est née à Limoux. Elle est composée de plusieurs membres, dont certains sont ici, et nous avons un conteur qui s'appelle le Marcheur de Plumes, et il est de coutume que le conteur raconte une histoire en lien avec le film qu'on voit pour ouvrir la séance. Donc Raphaël, c'est à toi. Bonsoir. C'est l'histoire de Jean. Jean, c'était un solide gaillard quand même. Il était grand déjà. Il allait devenir adulte bientôt, alors il fallait qu'il trouve un travail. Et dans son village, il y avait le meilleur forgeron de tout le pays, et même plus. Ce forgeron, il s'est certes un petit peu particulier, était très grand, très fort, très austère et très sombre de visage, mais la qualité de son travail était inégalée. Que ce soit pour faire des outils, que ce soit pour faire des armes, des armures, ou même des bijoux d'orfèvrerie, toutes ces pièces étaient d'une magnificence rare. Aussi, il avait grandement envie d'apprendre à forger avec ce forgeron. Il se présenta donc à sa porte, frappa 3 fois. « Qui est là ?» Il entendit le soufflet de la forge s'arrêter, les coups de marteau cesser, et des lourds pas venir vers lui derrière la porte. Elle s'ouvrit en grand, laissant passer l'imposante carrure du forgeron qui le toisa. « Que veux-tu » ? « Voilà, je suis Jean et j'ai envie d'apprendre à forger avec vous. » »« Tu sais que je ne prends pas d'apprenti. Bon, peut-être que je peux faire une exception. Mais tu vas d'abord devoir me prouver ta force, ta dextérité et ton courage. Pour cela, prends donc ce morceau de fer, plonge-le dans la forge, et tu dois m'en faire un morceau de fer aplati et fin suffisamment pour en faire une lame de couteau en moins de 3 minutes. Jean prit une profonde inspiration, se concentra, saisit la barre de fer, la plongea dans la forge et avec le marteau sur l'enclume, donna des coups de marteau. En 3 minutes, la lame était suffisamment fine aux yeux du forgeron. Aussi lui proposa le deuxième test. Maintenant, tu vas prendre cette enclume au-dessus de ton épaule et la jeter dehors. Jean se concentra, échauffa un petit peu ses muscles des jambes, saisit l'enclume qu'il souleva au-dessus de son épaule, sortit de la forge et jeta l'enclume de 3 bons mètres. Le forgeron parut impressionné, pour un humain. « Tu te débrouilles bien, mon grand. Bien. Maintenant, tu vas entrer dans ma forge et tu vas devoir dompter le loup
qu'il fait tourner. Car oui, nul ne le savait au village, mais Jean découvrit donc que la forge était actionnée par un loup de 2 mètres de haut qui tournait, enchaîné. Jean prit le temps de réfléchir, regarda le loup, ouvrit doucement l'enclos et se jeta sur le loup. Grâce à sa force et à son courage, il réussit à le plaquer au sol en lui maintenant la nuque. Et le loup l'accepta pour 2e maître, après le forgeron. Félicitations, mon grand. Tu pourras commencer dans 3 jours. Et il le mit à la porte. Jean rentra chez lui, annonça à sa mère qu'il avait été pris, mais qu'auparavant, il devait effectuer un voyage de 3 jours. Et il alla se cacher pas très loin de la forge pour espionner son prochain maître. Le jour, comme il le savait bien, il forgeait toute la journée. Lorsque le soleil se couchait, la forge s'arrêtait, le panneau indiquait fermé sur la porte, mais sur les coups de minuit, la porte de la forge s'ouvrit très très délicatement et le forgeron traversa le village, descendant vers la rivière. Jean, bien évidemment, le suivit et se cacha à distance raisonnable. Le forgeron enleva ses habits d'homme, enleva sa peau d'homme, et voici qu'une loutre de 2 mètres de long se jeta dans la rivière, chassant des poissons et les mangea, rajouant avec des cailloux, se roulant dans les flots. Et à 2 heures du matin, la loutre sortit de la rivière, s'ébroua, remit sa peau d'homme, remit ses vêtements d'homme, et rentra à la forge. Le manège se reproduisit chaque nuit. Et le 3e jour, quand Jean arriva pour commencer son apprentissage, il fit mine de n'avoir rien vu et de ne rien savoir. Rapidement, il apprit bien sous les consignes et les indications de son maître. Et il préférait cacher un petit peu son talent. Il avait trop peur de montrer la véritable portée de tout ce qu'il avait appris. Alors il faisait semblant de manquer un coup, de ne pas savoir bien finir une pièce, pour rester auprès de son maître. Et celui-ci lui remontrait, mettant sur le dos de « ce n'est qu'un homme, un jeune homme, il apprendra ». Au bout de quelques mois, le roi passa une commande. Sa fille aînée allait se marier dans 2 mois, et il demandait à ce que le forgeron lui prépare les plus beaux bijoux, les plus belles parures, les plus beaux vêtements. Alors, il envoya Jean. Le 1er mois, tu iras toi, tu commenceras le travail, j'arriverai le 2e mois, et je fignolerai ce que tu auras déjà fait. Et nous partagerons nos gains. Cela plut à Jean. Alors, il se rendit au château du roi. Il commença à forger. Il forgea de beaux couteaux, de beaux couverts, de beaux plats, de belles tenues, toutes légères et torsadées de métaux et de bijoux. Il prépara des bagues, des pendentifs, des bracelets. La cadette du roi admirait le travail de Jean. C'était la première fois qu'elle voyait quelque chose d'aussi bien fait en forge. Et puis, il était bien bâti, il avait à peu près son âge. Alors ils discutaient. Le midi, elle prétextait de lui amener à manger pour partager le repas avec lui. Et de fil en aiguille, le 1er mois touchant à sa fin, leur relation s'était bien développée. Elle lui demanda de faire un bijou pour la femme qu'il aimerait. Comment s'y prendrait-il ?
regarda la princesse cadette et se mit à l'ouvrage. Il forgea un petit bijou qui semblait à une fée. Elle avait des ailes d'or, presque transparentes. Mais si on s'approchait bien du bijou, on pouvait s'apercevoir que la tête de la fée, qui était en pendentif, était une réplique exacte de la tête de la princesse cadette. Enfin, il lui dit, pour lier ce bijou avec la force de notre amour, je te propose d'enlever le haut de ta robe et de me laisser faire. Jean ouvrit une de ses veines, fit couler un peu de sang, plongea le bijou dans son sang, le mit dans la forge et le retrempa dans son sang. Le sang fuma quelques instants, puis se calma. Alors, Jean approcha le pendentif de sa bien-aimée, le mit autour de son cou, et tout en grésillant, le bijou sembla ne faire qu'un avec la princesse. Quelques jours plus tard, le forgeron était de retour. Lorsqu'il vit la qualité des objets forgés et préparés par Jean, il sut que son apprenti lui avait caché des choses. Mais bon, le travail était fait, parfaitement fait, il n'avait rien à faire. Aussi, il lui partagea complètement les sous donnés par le roi et lui proposa de rentrer au village pour finir son apprentissage. Le soir, ils fêtèrent cette grande réussite. Le vin était servi, le repas était bien chaud, et à la fin du repas, Jean était étendu, endormi sur son banc. Lorsqu'il se réveilla, il était attaché sur une table, dans la forge. « Tu m'as trompé, Jean. Qu'à cela ne tienne. Tu as suffisamment de talent pour me succéder. Pour cela, je vais te faire épouser ma fille. » Mais Jean était lié à la princesse cadette, alors il refusa. Le forgeron insista, Jean refusa encore. Et devant son troisième refus, pour ne plus que Jean puisse partir, le forgeron lui coupa les pieds. Jean s'évanouit sous la douleur, et lorsqu'il se réveilla, ses blessures aux chevilles étaient cautérisées, mais il était assis dans une espèce de geôle, toute sombre. Il y avait des lanternes sur le côté, il y avait une forge à côté de lui, une enclume, de quoi forger des marteaux, des pinces. « Tu vas rester ici dans cette geôle. Le jour, tu forgeras avec le métal qu'on t'aura apporté. Tu feras les pièces qu'on te demandera. Le soir, nous viendrons chercher le fruit de ton travail. Lorsque tu auras produit de quoi payer 1000 morceaux de pain et 1000 verres d'eau, tu auras un bout de pain et un verre d'eau. » Jean, résigné, se mit au travail. Le jour, il forgeait. Le soir, on venait lui prendre le fruit de son travail. Si jamais il avait fait suffisamment pour se payer 1000 bouts de pain et 1000 verres d'eau dans la journée, on lui laissait un bout de pain et un verre d'eau. Et il s'endormait sur sa place, ne pouvant se déplacer. Et chaque soir et chaque matin, la fille du forgeron venait le voir pour lui demander s'il voulait se marier avec elle. Et chaque soir et chaque matin, Jean refusait. Il aimait trop sa princesse. Progressivement, Jean se remit de ses émotions et fit confiance à son amour dans ce coin perdu. Alors, il commença à se creuser une petite cachette au pied de l'enclume. Dedans, il mettait les restes de métal qu'il ne forgeait pas. Lorsqu'il eut suffisamment d'or, il se forgea un premier pied, puis un second pied. Il trouva de quoi
harnaché les pieds d'or à ses jambes, et bientôt il pouvait se lever, se tenir debout, se déplacer dans la geôle. Le soir, bien sûr, il leur cachait ses pieds. Il agrandit sa cachette, et bientôt il se forgea un beau harnais, tout léger, dans lequel il accrocha une belle paire d'ailes, toute d'or, toute légère et transparente, comme les plus beaux tissus, comme une aile de libellule. Il cacha le harnais et les ailes. Enfin, il se forgea une belle ceinture pour accrocher son harnais, pouvoir bien retenir ses pieds lorsqu'il s'enfuirait. Et il se forgea une grande hache, toute d'or aussi. Et la princesse dans tout ça? La princesse, grâce aux bijoux, sentait que Jean n'était pas dans une bonne posture. Aussi, elle avait demandé à son père de pouvoir partir à sa recherche. Mais nul dans le pays n'avait plus entendu parler de Jean depuis qu'il était allé forger au château du roi. Après 3 longues années, sur un marché, elle découvrit des pièces qui ressemblaient très très fortement à ce que Jean avait forgé pour le mariage de sa sœur. Elle demanda au marchand où est-ce qu'il s'était procuré ces bijoux, ces objets, et remontant ainsi le fil de la caravane, elle vit le grand château où il était retenu prisonnier. Au sommet de ce château, il y avait un grand dragon. Lorsqu'il étirait ses ailes, il pouvait envelopper le donjon et le chemin de ronde. Repensant à la force et à la représentation sur son bijou, elle se concentra, et puisant dans la force de son amour et ce lien avec Jean, comme l'a fait qui lui ressemblait comme 2 gouttes d'eau du pendentif, des ailes sortirent de son dos. Elle attendit le soir, rentra tout doucement dans une fenêtre de la plus haute tour et attendit. Il y avait quelques bruits, mais c'était la nuit. Tout le monde semblait faire confiance au dragon. Elle chercha progressivement. Et lorsque les petites lueurs du jour pointèrent à l'horizon, elle entendit du bruit. Une femme bien habillée marchait dans les couloirs entourée d'hommes qui portaient des métaux. Elle sut immédiatement pourquoi il y avait tant de métal. Alors elle suivit le petit groupe. Et lorsque la porte s'ouvrit sur la forge de Jean, le groupe rentra. Elle entendit des cris, des coups. Lorsque la porte se rouvrit, Jean était tout seul, debout avec sa hache en or dans la main, ses pieds en or, son harnais, sa ceinture, et ses ailes d'or dans le dos. Un liquide rouge coulait de la tranche de la hache. Ils se prirent par la main, silencieusement. Le dragon était réveillé et battait des ailes au-dessus d'eux. Ils avisèrent une petite fenêtre et s'éclipsèrent. Mais Jean ne voulait pas tout de suite profiter de son amour. Il retourna à son village natal et attendit dans la nuit, près de la rivière. À minuit, comme de coutume, son ancien maître arriva devant l'eau, enleva ses vêtements d'homme, ôta sa peau d'homme, et la grande loutre de 2 mètres plongea dans la rivière, mangeant des poissons, jouant avec les cailloux. Jean récupéra les habits d'homme, la peau d'homme,
et les brûla sur place. Lorsqu'à 2 heures du matin, la loutre sortit de l'eau, s'ébroua et vit le tas de cendres à la place de ses habits et de sa peau d'homme, elle poussa un hurlement et replongea dans l'eau. On ne la revit plus jamais. Jean et sa bien-aimée rentrèrent au château du roi, où Jean devint le forgeron et le joaillier tout particulier pour le roi. Voilà, donc ce soir, on va parler d'histoire d'amour avec un peu une autre ambiance que celle qu'on a écoutée, mais c'est toujours la question de la relation et de la rencontre amoureuse. Alors, un petit rappel, dans l'association, on a une artiste qui s'appelle Aurore Cristalline et elle a peint ce tableau. Et à partir de ce tableau, on propose jusqu'au 7 mars au public, vous et d'autres personnes, d'écrire un conte. Donc il y a plein de choses à gagner. On a un partenariat avec 4 médiathèques, les médiathèques de Sépi, Cuisa, Esperanza et Quillan. Et on va avoir prochainement, les prochaines animations, il y a un vernissage à Quillan, donc c'est pas plus tard que demain à 18h, avec la peintre Raphaël, et un atelier à Quillan, toujours de création de contes. Ensuite, on passe à Cuisa pour le mois de mars. Voilà, donc c'est un peu ce qu'on a fait cette année, avec un règlement très simple. C'est des histoires, il y a plusieurs catégories, on peut commencer à partir de 7 ans jusqu'à plus. Il y a des livres à gagner, des DVD, un sac. Et ce qui est intéressant, l'idée, c'est qu'on veut vraiment que ça soit écrit à la main. Et on a 3 pages à 4 maximum à partir du tableau que vous avez vu. Voilà. Tout ça, vous pouvez l'envoyer à demopourrêver11gmail.com ou le laisser à une bibliothèque, puisque dans les bibliothèques, donc là c'est Quillan, maintenant vous avez une exposition des tableaux de Aurore. Voilà. Donc à vous de jouer. Vous pouvez tous participer. Alors, un des lots, c'est qu'on a aussi un podcast qui s'appelle Les Miroirs du Conte, que vous trouvez sur toutes les plateformes, et on enregistrera les 5 contes qui nous sembleront les plus pertinents. Alors, il y aura un jury de conteurs qui sera présent. Il y a Guigo, Cathy, Raphaël et Greg. Ces conteurs, vous les verrez le 27 mars prochain sur la scène, puisqu'on aura une grande soirée qui sera gratuite cette fois-ci, et où on donnera aussi les résultats du concours. Voilà. Alors, revenir sur rapidement la présentation de la séance. On va reparler de Jean-François Laguioni, là, qui était à Cannes pour présenter son dernier film. Et René Laloux, qui était un grand cinéaste dont on a passé des films l'an dernier, disait de Jean-François que c'était l'amoureux des mers inventées, puisque une des grandes thématiques, c'est la question de l'eau et du désert chez lui. Alors, ce qu'on va voir ce soir, c'est son premier long métrage qui date de 1984. Et vous avez vu, il n'en a pas fait beaucoup, parce que c'est pas facile de faire des courts-métrages, des longs-métrages. Il faut souvent passer par la case court-métrage, c'est ce qu'il a fait. Alors, les courts-métrages, on en parlera la semaine prochaine. Il a quand même eu la Palme d'Or à Cannes, il a eu les prix au Festival d'Annecy, donc il est à la fois reconnu, mais pas très connu du grand public, parce que c'est pas ce qui va passer sur TF1 et les plateformes à 20h. Vous voyez. Voilà, alors son parcours, c'est quelqu'un qui a travaillé aux Arts appliqués, à Paris, il a fait un peu de théâtre, il a fait des marionnettes. Il a rencontré Paul Grimaud. Paul Grimaud, c'est un grand monsieur de l'animation française qui a fait un film avec Jacques Prévert. Et il a vraiment créé une société qui s'appelle La Fabrique, dans les Cévennes. Et le film qu'on voit ce soir est finalement une production un peu artisanale, faite avec des amis, sur un modèle économique assez incertain, parce qu'il n'y avait pas de grosses sociétés de production comme Disney ou le studio Ghibli derrière, et donc La Fabrique existe, et c'est un centre régional de l'animation aujourd'hui. Voilà. Alors les inspirations, c'est vrai que quand on fait des choses, on s'inspire, notamment ce monsieur, Jiri Trinka, qui a adapté le roman de Renard et un certain nombre de contes avec des personnages, des marionnettes, ça s'appelle du stop motion. Bien sûr, ce film-là, que si vous ne l'avez pas vu, courez à votre médiathèque, demandez à le voir, c'est Le Roi et l'Oiseau, Paul Grimaud, grande inspiration. Et Paul Grimaud, voilà, qui est là. Et puis, alors, vous allez voir, dans tous les films de Jean-François Laguioni, il y a des références à la peinture, notamment le premier film qu'on a commencé dans la rétrospective, c'était Le Tableau. On parlait beaucoup de peinture figurative.
Là, dans le film que vous allez voir des références au surréalisme, à Salvador Dali notamment, et puis à Marc Chagall. Voilà. Donc amusez-vous à repérer dans les images que vous verrez cette influence picturale. Alors, l'idée du travail qui est fait par Grimaud et son équipe, c'est un travail, ça fait 4 ans pour faire ce film. 4 ans, c'est énorme. Et donc au début, il devait s'appeler Le désert d'images. Et donc ils sont 9 à travailler, il n'est pas tout seul. Lui, qu'est-ce qu'il fait, Paul Grimaud? Il a des idées, il dessine, et il fait ce qu'on appelle un animatique sauvage. Il découpe son histoire, et il met de la musique, et il filme ça. Ça donne un premier truc, et puis après, il va travailler avec des décorateurs, des dessinateurs. Il va travailler sur un calque, il reporte ça sur du papier découpé, il va retravailler en volume, en volume, c'est-à-dire essayer de donner du relief, et il va travailler sur un cellulo, mais c'est pas vraiment référent. Alors je vais vous montrer un peu la technique. Alors lui, il dit qu'il essaie de faire des films peinture. Alors vous voyez, par exemple, il va utiliser ce que fait Disney, c'est une caméra multiplane. La caméra est là, et vous avez par exemple une animation pour le premier. Là par exemple, vous avez le ciel, qui est au troisième plan, vous avez la forêt qui est au deuxième plan, puis vous avez les personnages au premier plan. Et chaque plan est éclairé différemment et animé différemment. Vous voyez ? Donc ça c'est intéressant, ça va donner un film qui par moment est statique et par moment est différent. Alors voilà, il travaille comme ça, il va dessiner ce qu'on appelle un storyboard, c'est comme une petite bande dessinée, donc c'est des vignettes collées, il va les animer après, et il va travailler avec des décorateurs, donc il va donner des idées. Il y a des gens, alors là, vous avez une ambiance du désert, et puis voilà, cette ambiance on va trouver des objets bizarres dans ce désert, et il va réfléchir aussi à comment on anime un personnage, vous voyez, donc les différentes phases du mouvement, et après techniquement, vous voyez par exemple, vous allez voir une autruche, et pour l'autruche, il va y avoir énormément de têtes d'autruche, ou de personnages qui s'éloignent dans le désert, et il va y avoir des différentes proportions, et ça va être animé quasiment à la main. Donc c'est un travail d'artisan qui est fait. Les décors sont de Bernard Palacio. Vous voyez, on va voyager dans un univers désertique, mais il va se passer des choses. Il y a au moins plusieurs mondes chez Paul Grimaud. Il n'y a pas que le désert. Voilà. Et vous allez entendre un monsieur qui joue une dame. Parce qu'en fait, Gwen, c'est quoi? Je ne vais pas vous spoiler le film, vous allez le voir, ça se passe dans le désert. C'est ce qu'aime bien faire la Guionie, c'est faire rencontrer une jeune fille ou un jeune personnage qui est en quête de quelque chose et qui rencontre un vieux sage ou une vieille sage. Là, c'est une vieille dame, mais cette vieille dame, la voix de cette vieille dame, c'est Michel Robin. Michel Robin, c'est pas une dame, c'est un grand second rôle du cinéma français, voilà, qui a donné, qui nous a quittés l'an dernier. Voilà, la musique, elle est très importante. Vraiment, dans le film d'animation, il y a la voix, bien entendu, il y a la technique d'animation, et comment la musique ne va pas vous raconter des choses que vous voyez. Bon, dans un film d'horreur, on fait une musique qui fait peur, ça n'a aucun intérêt. Là, l'idée, si vous voulez, c'est que la musique, elle doit donner un reflet de l'intériorité des personnages, et pas illustrer ce que vous voyez. Donc le musicien, il s'appelle Pierre Alran, il a composé pendant la production sur la base du scénario. Donc il savait ce qu'il allait faire, et Grimaud travaillait comme ça aussi. Donc la Guionie a travaillé sur ça, il lui a donné quelques indications en disant voilà, je veux un thème principal qui évoque l'angoisse, le fait qu'on est perdu dans le désert, c'est un quintet à cordes. Et puis je veux des instruments primitifs pour montrer qu'il y a des nomades et qu'il y a des rituels qui se passent, vous allez voir qu'il se passe des choses très étonnantes. Et puis à un moment donné, il y a le pays des morts. Alors le pays des morts, il va travailler avec un ordinateur du CNRS pour faire une espèce de respiration synthétique, vous voyez. Donc il faut être très attentif quand on voit un film, c'est que c'est tout ça finalement qui fait un film et qui fait que le film que vous allez voir n'est pas un film facile. Il ne dure pas longtemps, donc l'idée c'est qu'après, si vous avez le courage, on reste pour en discuter, parce que le film, alors c'est un peu le point qu'on essaie de défendre, c'est que les films et les contes, c'est pas uniquement pour endormir les enfants, mais c'est surtout pour réveiller les gens. Et je pense que ce film-là, dans la situation actuelle que l'on vit, vous allez voir, on est dans un truc de pré, post-apocalyptique, survie et compagnie, c'est quand même très intéressant. Voilà, donc l'idée c'est qu'on se retrouve après le film, je poserai quelques petites questions pour vous faire gagner des images, puisqu'en fait la soirée est en partenariat avec la revue Papier Nickel que je représente, qui est la revue de l'imagerie populaire. Donc il y aura 3 questions, si vous avez bien écouté ce que j'ai dit là, et puis si vous avez bien regardé le film, vous pourrez repartir avec des jolies vignettes qu'on a fait composer par des dessinateurs. Une bonne projection, on se trouve dans à peu près 1h10.